Je vais passer sans transition la parole à Alain Cugnot, qui est également philosophe. On est très entre philosophes, apparemment. Je suis cerné, voilà, exactement. Qui, lui, est professeur au Centre Sèvres et qui est ancien rédacteur en chef d'une revue dont il m'a dit le nom, mais j'ai... Prison Justice, voilà. Donc, il est absolument... parfaitement au cœur de notre sujet. Donc, je lui passe la parole pour nous parler de... On va revenir sur la question de la victime dont il a déjà été pas mal question ce matin. Merci beaucoup. L'un des charmes d'être l'un des derniers à parler, c'est que vous jouez toute la journée à une bataille navale où vous voyez sauter les uns après les autres les choses que vous aviez à dire et sans pouvoir prétendre que vous allez les dire mieux. Donc mon sujet, c'est le statut de victime, sa promotion et son ambivalence. L'idée de départ est qu'il est arrivé quelque chose de fort important au statut des victimes, du moins dans la compréhension que nous en avons, et que l'origine de cette mutation, ou l'une des origines, ou celle qui me paraît être la plus importante, c'est l'affaiblissement de la force symbolique de l'État. Et ce qui a joué le rôle le plus important dans cet affaiblissement, c'est celui, ou la disparition même, pourrait-on dire, de la transcendance politique. Cette disparition ayant modifié le sens d'une des questions les plus fondamentales qu'on puisse poser, qui est « devant qui vivons-nous » ? Cette question détermine l'ampleur et la profondeur des enjeux de nos existences. Cette situation d'un effacement de la transcendance politique a affecté la distinction entre le domaine public et le domaine privé, telle qu'elle a été remarquablement pensée par Hannah Arendt. Le domaine public, c'est celui de l'apparaître, de la publicité, de la visibilité. Le domaine privé, c'est certes celui de la maison, de l'intime, du secret, mais c'est aussi, du même coup, le lieu de la pensée. Le lieu de la pensée et des deux événements métaphysiques les plus importants de notre vie, à savoir la naissance et la mort. Dire cela, c'est dire que le domaine privé est aussi le domaine de la prise de décision. Alors il existe une double tentation, une tentation de s'installer, de s'extasier en quelque sorte uniquement dans le domaine public, ce qui provoque un assèchement de la pensée assez typique des régimes totalitaires, et la tentation, en revanche, de mener une vie exclusivement dans le domaine privé. Ce n'est pas possible. Il faut sortir de chez soi pour que la pensée que l'on peut former à l'intime prenne consistance. L'effondrement de la transcendance politique a rendu poreuse la distinction entre les deux domaines. Nous vivons entre nous, ce qui signifie du même mouvement une vision intégralement contractuelle de nos relations. Je ne dis pas qu'on en est là, mais enfin la tendance est celle-ci. Cela signifie aussi bien que nous vivons dès lors devant l'opinion publique. Ce n'est pas ce que dit l'opinion publique, ce n'est pas à vous qu'il appartient de qualifier vos vies. Ce qui vaut à vos yeux n'a aucune valeur. C'est nous, opinion, qui constituons l'opinion publique, qui disons ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas. Et à ce titre, nous devons tout savoir sur vous. Principe de transparence absolue. Cela a été parfaitement prévu par l'un des théoriciens du libéralisme classique, Bentham, le même que celui du Panopticon, qui pensait que le jugement souverain ne pouvait pas être celui d'une institution, mais celui du tribunal de l'opinion publique, avec d'ailleurs une vue très généreuse et très large
constituer l'opinion publique, aussi bien les hommes que les femmes, les enfants, les citoyens et les étrangers. Mais l'une des conséquences, c'est la disparition de tous les corps intermédiaires, la délégitimation de la représentativité, processus qui a évidemment été accéléré par Internet et les réseaux sociaux, pulvérisant, selon l'expression de mon premier voisin de gauche, pulvérisant même la notion d'expertise. Disparition des partis politiques, ou affaiblissement des partis politiques, dont le rôle, ou l'un des rôles les plus importants, est de s'emparer de ce que Machiavel appelait les humeurs du peuple, c'est-à-dire prendre les émotions de la société pour les réorienter vers plus de justice. Il y a dans la société des strates plus ou moins profondes, et peut-être que la strate la plus profonde, c'est celle de l'intelligence collective. Là-dessus, voir Ernst Bloch, Le principe espérance, et plus récemment, Michael Walzer, Sphère de justice. L'intelligence collective est prodigieuse, elle est géniale. Elle se manifeste en particulier dans les monuments, les œuvres d'art, les architectures, même les vêtements que nous portons. Et puis, il y a aussi d'autres strates, des strates plus ou moins profondes, de bêtise collective. C'est ce qui permet de poser la question, qui est habilité à forer suffisamment profondément pour rencontrer la strate de l'intelligence politique collective? Un des exemples majeurs de ce forage, c'est Badinter. L'opinion publique dit « nous voulons la peine de mort ». Badinter dit « non, ce n'est pas ce que vous voulez. Il y a une part en vous plus intelligente qui ne la veut pas ». Et il avait raison. Alors ce processus général conduit, selon sa logique interne propre, à transformer chacun d'entre nous, en bornant son horizon, à être simplement un être de besoin et non pas un être de désir. Ce n'est pas là du tout, contrairement à ce qu'on dit, le déploiement de l'individualisme, alors même que le collectif a du mal, peine à s'organiser, mais au contraire, cela signifie la haine de l'individu. Et citoyen se met à signifier conformiste, à qui l'on dit, citoyen, à qui l'on dit constamment en tout lieu et en tout temps ce qu'il doit faire. C'est une de mes marottes, prenant même la parole à sa place, les autobus portant sur le front, je monte, je valide. Non, vous montez, vous validez. Enfin. C'est dans ce tableau que le statut de victime est venu s'inscrire de façon nouvelle. Il me semble qu'il y a eu deux phases dans cette évolution. La première concerne surtout la justice pénale ordinaire, je dirais, et là, une partie de ma bataille navale, toute infraction, tout délit, tout crime était, dans l'ancienne manière de fonctionner, d'abord fait à la transcendance, dont la réponse, violente ou mesurée, séparait la victime de son agresseur, au prix souvent de l'oubli de la victime, mais permettait la restauration du droit à la gloire de la puissance publique. Désormais, l'infraction, le délit ou le crime font grief à un individu dans une relation duale, ce qui est une chose, et dans un horizon borné à la fois privé et public qui est pire, car comme on ne peut pas vivre sans transcendance, la victime se trouve promue à une place inouïe, nous permettre, par la profondeur de notre indignation, de nous sentir être de désir et non pas être de besoin. Oui, nous pouvons être infiniment indignés devant
la victime innocente. D'où le passage du plus grand crime possible, le parricide, qui est un petit régicide, à le crime pédophilique. Parce que l'enfant innocent martyrisé, par la perversité même, devient la figure de la victime infiniment victime, suscitant en nous également quelque chose d'infini. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que l'infanticide simple n'a pas bougé dans l'imaginaire collectif, ou très peu. Cette situation nouvelle de la victime a bloqué une bonne partie de la marge de manœuvre pour réussir à penser la justice pénale. Je crois que la pathologie la plus grave a été d'engendrer un dévoiement des lois qui n'était plus pensé pour mesurer la gravité des actes, c'est-à-dire pour moduler l'horizon avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'il est absolument interdit de faire, non plus mesurer le degré de gravité, mais prendre en charge ce qui ne peut même pas être conçu puisque c'est infini, et donc les lois ne mesuraient plus, mais devaient abolir le passé. Pas possible. Alors, on transporte dans le futur, on écrit les lois au futur antérieur, et on dit, voilà, on va poser une loi qui fera qu'il n'y aura plus de jeunes filles assassinées dans le RERD. Une députée avait dit « Promettez-moi qu'il n'y ait plus de jeunes filles assassinées et je vote pour votre loi. » Prodigieux. D'où une explosion législative, ou plutôt législatrice, impossible à maîtriser. La seconde phase, elle a été engendrée par les attentats terroristes et le statut de victime a encore bougé. Le grand changement, je crois, mais ça a été évoqué déjà, c'est que la personne tuée ne l'est pas avec une intention qui la vise, elle, en tant que telle, comme c'est le cas avec le désir pédophile. Mais à travers elle, est visée toute autre chose, qui n'est pas d'ailleurs facile à identifier, qui est notre mode de vie, dont on peut dire qu'il s'agit de la démocratie et de l'état de droit. La réappropriation de l'événement va dès lors prendre une forme tout à fait nouvelle, pas du tout celle de l'indignation infinie, mais par exemple la possibilité d'une manifestation massive sans haine, mais réaffirmant justement la démocratie. Je pense que ça n'a peut-être pas été que cela, mais ces manifestations ont été un moment d'intelligence collective, dont l'histoire est jalonnée d'ailleurs, avec une caractéristique qui est notre incapacité d'anticiper le danger et de l'éviter, et notre capacité, une fois la catastrophe arrivée, d'être géniaux pour inventer la suite. Alors, la question, et c'est clairement celle du colloque d'aujourd'hui, comment répondre quand c'est la démocratie qui est visée? Et dans le champ de cette question, quel statut pour les victimes?
Une chose paraît assurée, à mes yeux, les victimes hors terrorisme doivent être comprises en restaurant le politique afin qu'elles puissent échapper à leur propre sacralisation mortifère. Passer du statut de victime à autre chose, avec comme question fondatrice, et maintenant, qu'allez-vous pouvoir faire d'autre? Une sorte d'équivalent symétrique de ce que le psychanalyste Claude Mariton m'a appris. Claude Mariton était un psychanalyste lyonnais qui avait comme patient des criminels, des grands criminels, dans les prisons de Lyon. Et la première chose qu'il leur disait, ça peut paraître paradoxal, à l'époque, vous ne pouviez pas faire autrement. En disant cette question, il ne posait pas une autre question qui était, ou un autre discours qui aurait dit « Mais enfin, vous êtes une personne libre, pourquoi l'avez-vous tué? Vous auriez très bien pu ne pas le faire », ce qui ramenait le criminel en enfer, puisque l'acte était commis. En revanche, en disant à l'époque « Vous ne pouviez pas faire autrement », il ferme la porte du passé et invariablement, la question qui vient, c'est « Et maintenant ?» Or, cette transposition du côté de la victime, ça revient à dire, ou à faire comprendre, arriver à donner les moyens d'aller jusqu'à pouvoir dire ou comprendre que ce qui vous a frappé n'avait pas d'intention à votre égard, ou du moins, elle n'avait pas l'intention que immanquablement vous avez formée dans votre tête et qui est en train de vous détruire. Car ce qui est intéressant maintenant, ce ne sont pas les intentions de votre agresseur, mais vos intentions à vous. Et il me semble que la justice restaurative ou réparatrice, qu'on l'appelle comme on veut, va bien dans ce sens, va pas mal dans ce sens. On peut faire bouger la deuxième ligne. Merci beaucoup. On peut faire bouger la deuxième ligne, celle du terrorisme, en un sens voisin, en nous disant que pour l'essentiel, nous n'avons pas affaire aux terroristes, mais nous avons affaire à la démocratie. Cependant, il y a une autre question que nous ne pouvons pas éviter et qui engage la réflexion sur les victimes. Dans l'horizon politique, il convient évidemment d'établir une distinction entre les opposants et les ennemis. C'est une question d'ailleurs qui a été posée lors du rapprochement imposé entre les militaires et les policiers. C'est Père Victor Tournier qui m'a raconté ça, les généraux disant « mais les clients des policiers ne sont pas du tout comparables à nos clients. Nos clients, nous devons les détruire. Vous, les policiers, vous avez à les conserver. » Alors, et là je crois que je rejoins ce qui a été dit à l'instant, le politique naît précisément là où le conflit, le fait de ne pas être d'accord, suscite non pas l'appauvrissement de la relation, mais au contraire son enrichissement. Le politique n'est pas le lieu du consensus. Il est le lieu de la régulation des conflits. Mais d'une manière tout à fait particulière,
parce qu'il y a un horizon commun. Et cette régulation s'appelle le débat, dans lequel, idéalement, je tiens plus à la vérité ou au bien commun qu'à ma propre position. Il y a un lieu, cependant, en moi-même comme en tous, il y a un lieu où ce n'est pas moi qui tiens une position, que je peux donc lâcher, que je suis prêt à risquer devant une assemblée d'hommes libres pour qu'ils en disent ce qu'ils en pensent, mais aussi ma position qui me tient. Parce qu'elle est connectée à des strates très profondes, très irrationnelles, très implicites et incapables de sortir de l'implicite, que je ne peux pas du tout formuler, mais que je reconnais d'instinct dans certaines positions explicites. Ça joue à fond dans tous les sujets que l'on juge sensibles, en particulier les sujets qui sont liés à la sexualité, à la procréation, etc. Alors vous avez des débats, d'apparents débats, avec des argumentations rationnelles, mais ces argumentations rationnelles, ces argumentations explicites, fonctionnent exactement comme des champions qu'on a délégués pour qu'ils se battent entre eux, pendant que, en réalité, les prises de position sont infiniment profondes, plus profondes, très différentes de ce qui est débattu, et ils font, à cet endroit-là, l'objet d'adhésions totalement folles qui peuvent faire rigoureusement n'importe quoi dans le domaine de la violence. Quant aux ennemis, eh bien, le concept renvoie au concept de guerre. Clausewitz, qui définit la guerre comme contraindre la volonté d'une autre nation par l'utilisation de la menace et de la violence physique. Cette définition apparemment simple enclenche un processus très complexe qui provient directement d'ailleurs de Hegel. Un processus qui sera appelé plus tard le principe de l'escalade et qui veut que, pour gagner la guerre, il faut que je sois dans un état de tension légèrement supérieur à la tension de l'adversaire. Donc je suis obligé continuellement de monter d'un cran. Et puis il y a un principe, heureusement, de désescalade, parce que la position de défense est plus facile que la position d'attaque. Donc je peux descendre d'un cran sans trop de danger. L'ennemi qui n'en peut plus en fait autant et on peut revenir à une position stable. La caractéristique qui nous intéresse dans la guerre, c'est qu'elle est une extériorité non constitutive d'une communauté, ou du moins d'une communauté démocratique. Alors, sommes-nous dans une telle situation? Eh bien, rien n'est moins sûr, ou alors c'en est fait de la démocratie. Devant toute altérité, il y a trois attitudes possibles. La domination, qui est la lecture du comportement de l'autre dans les termes invariants de ma propre culture, et la guerre est inscrite dans cette logique. Elle est inscrite dans cette logique, mais elle va produire tout autre chose. Démocrate. Elle va produire tout autre chose, elle va produire une culture commune, celle de la violence pure. Elle va constituer un champ commun, une homogénéisation des ennemis qui sont contraints d'emprunter tous les uns aux autres et de devenir les mêmes, mais seulement affrontés pour se tuer. La soumission, qui consiste à lire
Mes propres déterminations dans les termes de l'autre, avec toujours une distorsion qui fait beaucoup rigoler les dominos. Et puis enfin, une troisième position qu'on pourrait appeler, enfin je l'appelle ainsi parce que je l'ai entendu nommer ainsi par Jean-Michel Bélorgey, mais il citait quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on pourrait appeler l'hospitalité, qui consiste à dire, devant toute situation, même la plus extrême, qu'avez-vous compris que je n'ai pas compris? Ce qui veut dire, à quels aspects inouïs de ma propre culture me permettrez-vous d'accéder? Il n'y a là aucune concession faite, aucune reconnaissance du mal à la place du bien, par exemple, mais l'invitation à aller activer des ressources qui ne l'avaient jamais été encore jusqu'à maintenant. Alors, quel statut donner aux victimes dans l'horizon du terrorisme à partir de là? Bien, il s'agit de mettre en acte cet aspect afin que les strates les plus folles de la compréhension politique, ces folles strates qui ne débattent pas mais qui risquent tout, avec une accointance profonde avec la haine et avec la mort, je serais bien incapable de dire, de donner une réponse, évidemment, surtout que je n'ai plus que 2 minutes. Mais au moins, il y a l'indication d'un lieu, d'un endroit où chercher. Avec cependant ceci. Je crois que dans la compréhension et dans la mémoire que nous devons garder des victimes du terrorisme, nous devons le faire de telle sorte que non seulement nous envisagions la possibilité d'être intelligents, mais qu'il soit comme une sorte de pied dans la porte pour nous dire que ce n'est pas une possibilité, c'est une urgence et une nécessité absolue d'être aussi intelligents politiquement que nous le pouvons. Voilà. Je crois que j'ai tenu le temps. Merci pour cet appel à pénétrer, à aller profond dans les strates de notre propre intelligence individuelle et collective. Je me tourne vers Benoît Chantre. On se donne combien de temps pour discuter, puis pour faire la pause? C'est moi le chef? Mais j'ai horreur d'être chef. On va se donner un quart d'heure pour prendre des questions, s'il y en a. Oui. Merci Bernard. Je vais répondre notamment à l'interpellation de Frédéric sur la démarche du juriste, et puis bon, on pourra discuter après de l'ensemble des questions posées par les intervenants. Sur les trois questions, la légitime défense, la phrase d'Obama et la punition. Sur la légitime défense, moi je suis à peu près persuadé que, je vais être dans le pessimisme, qu'il n'y aura pas d'enquête après la neutralisation létale, comme on dit maintenant, de ce tueur. D'ailleurs, on a vu un récit, vous avez marqué qu'on a vu un récit médiatique où on voit l'homme masqué qui est au sol et l'arme l'arme de collection est entre ses mains encore. Donc on a là une sorte de récit visuel d'une sorte de réponse légitime à un meurtre qui aurait été possible et qui aurait touché les policiers. Donc je pense qu'on en restera là, mais bon, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais c'est mon avis. Simplement, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce que tu dis, parce que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle avec Antoine Garapon là, le tournant préventif. Aujourd'hui, on ne poursuit plus les gens pour ce qu'ils font, rationalité pénale bécarienne, ancienne, mais pour ce qu'ils pourraient être comme danger à l'égard de la collectivité. On ne s'est pas interrogé, mais lors des Gilets jaunes, il y a eu plus de 1000 gardes à vue préventives. Vous vous rendez compte ce que ça peut représenter en termes d'atteinte au fameux droit pénal classique sur lesquels nous sommes adossés démocratiquement depuis les Lumières.
Donc c'est quand même... Et là, on mesure, si vous voulez, en termes concrets, à quel point ça représente quelque chose de tout à fait décisif. Du coup, les gens ne sont plus jugés sur leurs actes, mais sur le danger que représentent leurs actes vis-à-vis, effectivement, d'une population présumée adhérer à cette nouvelle démarche. Donc là, on est sur une dérive extrêmement grave. Et mon hypothèse, c'est que la justice, aujourd'hui, on a vu Molins ce matin, est le lieu où se joue la démocratie aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, si on n'a pas de lieu de résistance à cette dérive très grave, eh bien effectivement, on peut être emporté dans cette logique sans pouvoir la freiner. Donc ça me semble un point extrêmement important qu'il faut absolument mesurer. On sort tout à fait des gongs de la légalité classique, et on entre dans autre chose, et cette autre chose se joue dans l'espace judiciaire aujourd'hui afin d'y résister. Vous vous souvenez que quand on a prolongé l'état d'urgence et quand on l'a inscrit dans le droit commun, seuls les juristes ont protesté, et pour cause, parce que nous savons très bien qu'un jour, un discours politique moins prudent ou moins démocratique peut prendre le pouvoir, et on le voit en Europe tous les jours aujourd'hui, qui pourra utiliser cette arme redoutable contre le peuple concerné. Et ça ne me semble pas du tout un rêve, une utopie. Alors ça, c'est un premier point. Sur le deuxième point, la phrase d'Obama, la formule d'Obama, « Justice has been done », la justice est faite, c'est tout à fait l'exemple de la contagion du discours guerrier dans le discours politique. Un exemple absolument majeur. Moi, je me suis inspiré dans ce livre de l'anthropologie de la violence tel que Raymond Verdier ou Marcel Hénaff l'ont théorisé, si vous voulez. Il y a effectivement un premier strate où la violence se règle par les tribunaux, l'espace national, une strate internationale où effectivement la diplomatie peut réguler la violence, et puis la strate extérieure, la strate de la guerre, nous n'avons rien à partager avec autrui, et là c'est la guerre qui peut s'exercer, et la violence sans limite se dérouler. Et ce cercle de l'hostilité guerrière entre dans la cité, et c'est ça qui déclenche effectivement cette réaction parfois démesurée du politique. Je rappelle que quand François Hollande... Alors, non, je vais beaucoup plus loin que Frédéric Varn, parce que je pense qu'effectivement François Hollande, comme Obama, ont décrété des assassinats extrajudiciaires. Ils l'ont reconnu tous les deux pendant la période de la lutte contre le djihadisme. Et je trouve très intéressant, dont Alain Cugnot a parlé, et Bernard aussi, cet effacement de l'institution au sens politique du terme, puisqu'au même moment où on décrète des assassinats judiciaires, on va gracier Jacqueline Sauvage. Donc on est dans une compassion d'un côté, hors institution, totalement hors institution, et dans une réaction émotionnelle violente à l'égard du djihadisme. Donc l'institution, le discours politique est totalement traversé par des affects qui fait qu'il n'existe plus en tant qu'institution, et où je trouve effectivement, de mon point de vue, que le judiciaire peut effectivement être une garantie possible par rapport à cette dérive. Puis le troisième point, c'est quelle peine. Là, c'est très intéressant parce que nous sommes quelques-uns à observer les audiences actuellement à Paris, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une tension énorme actuellement dans les représentations de l'autre. Est-ce que c'est l'autre violent, menaçant, dangereux que l'on juge? Et là, effectivement... les peines sont très, très longues, et les mesures de sûreté aussi, et c'est absolument des peines d'élimination, comme on en a connu dans le passé, notamment aux États-Unis récemment. Ou est-ce que c'est mon semblable? Et là, effectivement, la donne change. Et l'enjeu du débat judiciaire, c'est un enjeu de représentation. Est-ce que l'on va pouvoir, les avocats le font admirablement d'ailleurs aujourd'hui, combattre la représentation de l'autre menaçant et en même temps viser une peine réintégrative quand on sait que dans la société tout entière, le djihadisme est très radioactif et ne permet pas tellement à la justice d'avoir d'espace d'issue pour sortir de cette contradiction. Donc nous sommes dans une contradiction très très profonde actuellement, vraiment un grand écart entre un discours politique qui nous emmène aux confins de la guerre, vraiment, dans le discours, dans l'armement, dans la prévention, et puis un judiciaire qui se bat avec les armes qui sont les siens
pour maintenir cette réponse dans le cadre démocratique que tu as évoqué tout à l'heure. On est actuellement là-dedans aujourd'hui, et c'est l'enjeu de notre discussion de ce matin qui se prolonge cet après-midi. On répondra après. Oui, on prend. On répond à plusieurs questions d'un coup. Comme tu veux. Oui, peut-être mieux, oui. Sinon, on va pas. Moi, oui. Je peux? Bon, bah alors réponds tout de suite alors. Comme vous voulez, mais c'est pas tant une réponse d'ailleurs. C'est merci du commentaire. C'est plus un commentaire. Oui. C'était très très important. Non, mais malgré tout, c'est très important. Ça rejoint un débat en philosophie politique, disons sur la souveraineté comme le lieu du pouvoir absolu, par opposition à, disons, les contre-pouvoirs démocratiques, etc. Donc l'exception, la souveraineté, qui dans certains débats récents comprend à la fois en effet la guerre, la peine de mort, la mort et la grâce, l'exception aussi du côté de la grâce, effectivement. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est disons, cet envahissement par l'exception des deux côtés dans l'analyse. C'est vrai que je pense que c'est un enjeu crucial et que finalement, le politique se laisse traverser et qu'il y a des contre-pouvoirs. Il y a le judiciaire qui est central, il y a certainement aussi d'autres contre-pouvoirs malgré tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut, de ce côté-là, assumer quand même certaines choses. Je pense que l'abolition de la peine de mort est un des verrous, effectivement. Il y en a d'autres, mais je pense qu'il faut, effectivement, c'est un complément. Maintenant, je serais peut-être un tout petit peu moins pessimiste, effectivement, sur le point où on en est. Malgré tout, dans la mesure où je pense justement, bon, ça a été dit sur l'intelligence collective, les manifestations, les choses comme ça, et même sur le rôle de l'émotion, je pense finalement que il y a évidemment il y a dans l'intelligence collective qui a été très profondément évoquée, il y a aussi un pouvoir de mise à distance de sa propre instrumentalisation, comme ça. Mais c'est très fragile et ça suppose une éducation, un sens critique. Et c'est là qu'on retrouverait aussi les réseaux sociaux, etc., qui sont, à mon avis, encore plus dangereux que les pouvoirs, la perméabilité des pouvoirs politiques comme tels. On va prendre peut-être maintenant différentes questions. Alors, puis on répondra rapidement, collectivement, à toutes les questions. D'accord. Oui, alors j'ai intervenu ce matin. Bon, je suis magistrat, mais je voudrais intervenir un petit peu en complément de l'intervention de Denis tout à l'heure. Par rapport alors je ne sais pas ce qui se passe exactement au tribunal de Paris par rapport aux comparaisons immédiates sur les manifestations, gilets jaunes et autres, sauf ce que j'en lis dans la presse. Je crois qu'il faut être un petit peu rigoureux et précis sur cela. Il y a quand même, je me suis posé la question moi aussi de savoir ce que ça voulait dire, ces interpellations, et quel délit. Il y a une loi de 2010. Il y a une loi de 2010 qui prévoit que quand des personnes se présentent sur un lieu quelconque, qui est un lieu dans lequel des troubles à l'ordre public peuvent survenir dans le cadre de manifestations qui, en plus, ne sont pas autorisées, avec dans leur sac un certain nombre de choses qui, manifestement, n'ont pas pour objet de jouer au bilboquet, c'est une infraction en soi. Bon, alors, c'est une loi. C'est quand même encore la démocratie. Bon, alors ça, c'est la première chose. J'ajoute en plus que les manifestations en question, effectivement, pas déclarées, rien, et que ça pose des problèmes d'ordre public et de rapport à la violence et de la gestion de la violence qui sont extrêmement compliqués, sur lesquels, bon, je ne dis que ça. Par contre, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur et j'aurais bien voulu pouvoir poser la question à François Molins ce matin, c'est en termes de réponse. Moi, il se trouve que je préside une commission qui s'appelle la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui est une mesure de sûreté qui a été créée en 2005. Précisément, ça rejoint le propos d'Alain Cugnot, quand le président de la République de l'époque a considéré que les juges d'application des peines avaient libéré trop tôt quelqu'un qui a récidivé sur une histoire de pédophilie. Donc la pédophilie était vraiment à l'époque, maintenant, c'est déjà un tout petit peu derrière le terrorisme. Hein. Bon, ça évolue tout ça. Bon, toujours est-il que les dispositions de la loi de février 2008 existent. On a créé la rétention de sûreté. On a créé la surveillance de sûreté.
rapport. Nous venons dans notre commission de rendre un avis sur une décision qui sera rendue par une juridiction au début de l'année. On nous a demandé une surveillance de sûreté sur un condamné dont je ne peux pas donner le nom, mais qui est depuis 10 ans en libération conditionnelle sans le moindre délit. Mais il fait peur. Donc on nous pose la question de la surveillance de sûreté. Moi, ce que je vois poindre, je ne veux pas donner d'idée, je ne sais pas qui est dans la salle, mais sur la question du terrorisme, actuellement, les infractions en question, effectivement, les assises, il y en a assez peu, il y en aura, mais il y en a très très peu. Par contre, il y a des peines correctionnelles. Ouais, je vois assez bien poindre toute la question qui a déjà été posée dans l'opinion et qui est une question légitime. Quand ils auront fini leur peine, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, et la question du risque de recommencer, de rester inscrit avec un arsenal pénal qui est du type de celui des mesures de sûreté, à mon avis, il n'est pas impossible que ça remonte à la surface et qu'on élargisse la compétence de cette commission à des infractions du terrorisme. C'est ça que j'aurais voulu savoir de la part des juristes bien placés. Mais ce n'est pas une suggestion. Hein. D'accord. Alors, prenons d'autres questions. Oui. Donc je suis peut-être un peu un cas particulier ici. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je suis ingénieur général de l'armement en deuxième section, c'est-à-dire que je n'appartiens plus au ministère de la Défense. Alors je ne sais pas s'il y a des représentants militaires ou des forces de police. Je voudrais, alors, d'abord, merci beaucoup pour vos interventions qui sont très riches pour moi. J'ai travaillé sur la violence depuis un certain temps et plus récemment depuis 1 an. Je voudrais juste intervenir sur 3 points qui me semblent quand même importants. Le premier, je reviendrai sur la légitime défense pour les forces de l'ordre. Alors moi, je suis stupéfait, depuis que je réfléchis de manière un petit peu plus profonde, disons, sur les questions de violence, je suis quand même un peu frappé par le discours qui consiste de côté politique à ne plus assumer finalement la violence. On l'a vu lorsque le président de la République, ce sont des propos personnels, lorsqu'il s'est excusé de la torture en Algérie et a reconnu l'assassinat de Maurice Nodin, en disant simplement qu'à l'époque, le pouvoir politique s'était sans doute trompé en confiant l'état d'urgence aux militaires. Donc il y a un report du politique, de la responsabilité des conséquences de l'acte de la violence vers l'institution qui est chargée de la mettre en œuvre, en oubliant que cette institution la met en œuvre sur ordre du pouvoir politique. Alors ça se traduit par... Je ne pense pas que le problème de la légitime défense, dans le cas de Strasbourg, soit un vrai problème. Si jamais on pointe ça comme un problème, ceux qui en sont les victimes, ce sont les policiers. Puisque au-dessus, voilà. Et si les policiers aujourd'hui sont dans l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils se joignent au mouvement des Gilets jaunes, enfin, ça ne date pas d'hier, ça a commencé il y a bien avant. Il y a de ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent plus légitimes parce que le pouvoir politique n'est plus légitime. Et ça, à mon avis, c'est une vraie difficulté aujourd'hui des institutions démocratiques de maintenir, disons, cette violence, la capacité d'exercer cette violence, mais en l'apportant à un niveau politique et pas en la faisant reporter sur des gens dont je dis, attention, ces gens-là exercent une violence qui n'est pas la leur. Ils répondent à une violence qui n'est pas la leur et ils exercent la violence au nom du peuple, en fait. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Le deuxième point, depuis ce matin, il y a effectivement, alors Frédéric Worms, vous l'avez bien dit, la violence terroriste, elle se situe au niveau assez confus, mais enfin, disons, le barycentre entre une idéologie, qui n'est pas religieuse en l'occurrence, et une violence qui est effectivement une violence usuelle. Et la violence usuelle, moi, je la situe, et c'est pour ça que je m'interroge depuis 1 an et quelques maintenant sur la question de la violence, plutôt, enfin, je m'interrogeais avant, mais que j'ai approfondi le sujet. La violence usuelle, pour moi, aujourd'hui, elle est portée, certes, par l'économie libérale, mais ce n'est pas l'économie libérale en tant que telle qui la porte. C'est la manière dont on la décline au sein des entreprises, etc. etc. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise est devenu un monde extrêmement violent. Alors, pour preuve, et ça rejoint toutes les questions de paraître, etc., d'argumentaire rationnel, pas rationnel, mais bref, les burn-out, tout ça, ça procède effectivement d'une logique
vitale qui est en œuvre au sein de l'entreprise, qui ne prend pas la forme d'une violence physique, mais qui prend bien la forme d'une violence psychologique. Donc ça, je ne vous avais pas évoqué la manière de traiter à ce niveau-là. Et puis le troisième point, mais je pourrais, si vous l'avez vaguement, enfin à peu près évoqué, mais pour un angle qui n'est pas tout à fait le mien. Alors excusez-moi, c'est pas Monsieur Cugnot, c'est Monsieur Perret. Voilà. Vous avez évoqué le fait qu'on pouvait peut-être désamorcer la violence par une déconstruction, une démythification du discours sur la violence. Moi, en fait, quand j'ai quitté le ministère de la Défense, je me suis dit il faut effectivement déconstruire le discours de la violence auprès des gens qui sont dans l'entreprise, qui sont formés à ce discours dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'études commerciales, etc. Aujourd'hui, quand même, on apprend quand même l'art de la guerre à tous ces gens-là. Donc, et puis, il y avait un dernier point. Sur un peu vite parce que... Oui, mais écoutez, ça en fait 2, ça suffit. Voilà, merci. Voilà, merci. Je pense qu'il y avait d'autres questions. Oui, puisque nous parlons des victimes aujourd'hui et des futures victimes, j'aimerais savoir ce que vous pensez faire des gens qui sont en prison, qui vont être libérés, de ceux qui combattent à l'étranger, qui vont revenir, pour justement prendre une décision, laquelle? Moi, je n'ai pas trouvé la réponse. Et c'est ce qui interroge tous les citoyens. Pour Strasbourg, autre chose, c'était quand même un individu qui était suivi sur le plan pénal et aussi sur le plan terrorisme. Et on va l'arrêter le matin, il n'était pas là, c'est pas de chance, hein. Mais il faut peut-être faire autrement. Mais j'estime que cet individu aurait pu être neutralisé. Par quels moyens? Je ne sais pas non plus. D'autre part, pour la peine de mort que vous parliez concernant Maître Badinter, dans l'affaire de Patrick Henry, je ne suis pas sûr que s'il y avait eu un référendum, je pense que le peuple aurait été pour la peine de mort, bien que je ne sois pas pour la peine de mort personnellement. Merci. Alors. Oui, on va répondre. Oui, on va répondre. Oui. On va répondre, mais comme on va après. On peut peut-être répondre. Voilà. Bon, bah allons-y. Allez-y, allez-y. Mais quelle question? Moi, j'ai pas de. Ben, sur la. Moi, je peux dire un mot alors. Ah, vas-y. Oui. Je voudrais dire un mot très général sur je sais pas, les institutions démocratiques et la loi, effectivement. Voilà, je pense ce qu'on entend par politique, il y a plusieurs choses. Il y a le pouvoir exécutif, et puis il y a le système général, disons la Constitution. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais me placer dans un premier temps pour répondre à l'une des questions qui a été posée. J'oublie pas les autres. Hein. Et notamment sur la question de, effectivement, la responsabilité politique et la séparation des pouvoirs et la responsabilité politique, qui, dans le cas de effectivement, certaines décisions militaires, revient au pouvoir politique, avec aussi, évidemment, l'idée que dans chaque instance du système démocratique, donc il y a la séparation des pouvoirs, mais dans chaque pouvoir, disons, y compris dans l'exécution des pouvoirs, y compris dans la police ou l'armée, il peut y avoir des abus de pouvoir. Et donc, il est normal aussi qu'il y ait du contrôle de ces actions, etc. Donc, en fait, je crois que la démocratie est un régime assez simple et compliqué à la fois, où il y a une distribution des pouvoirs nulle en ayant un usage absolu, où il y a des contre-pouvoirs et où il y a parmi les contre-pouvoirs des critiques internes de chaque pouvoir, et c'est normal. Donc chaque pouvoir étant susceptible d'abus doit avoir aussi son contrôle. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi, là où je suis, je pense que... Et c'est extrêmement important que ces procédures et ces institutions soient en effet mises en œuvre dans tous les contextes et de façon rigoureuse. C'est vrai qu'en un sens, qui protège le mieux un policier contre le soupçon de bavure ou... Et pour justifier l'exercice de la force de façon pleinement légitime, c'est justement qu'il y a une enquête. Le fait qu'il n'y ait pas d'enquête, bien loin de protéger, fragilise. Et donc, je pense que le système démocratique est en fait une protection pour chacun de ces acteurs, même et surtout quand ils passent par des procédures critiques de contrôle, etc. Donc ça me paraît très, très important à souligner parce que
On peut avoir l'impression que, justement, sous la pression de l'urgence, il faut couvrir tout ce qui se passe. Je pense au contraire que protéger les acteurs, ça passe par les institutions. Et ça vaut évidemment aussi pour les citoyens. Le commerçant qui tire sur un voleur qui s'enfuit, mais en fait, il est protégé s'il passe en jugement. C'est-à-dire si on dit, ben voilà, et si son abus est manifeste, je pense qu'en fait, c'est ça la véritable protection des citoyens. Évidemment, il y a une pression de l'urgence, de l'intensité des actes, il y a le sentiment d'une disproportion qui fait que tout est permis. Ben, eh bien non. Donc c'est quand même très, très important, justement, cette petite résistance de la loi face même aux plus grands crimes est quand même fondamentale. Et encore une fois, ça n'est pas pour dire, au contraire, qu'il ne fallait pas, en effet, neutraliser dans ce cas, dans tel cas, ce qui s'est passé. Hein. Je ne pense pas du tout que ce soit... Donc il y a une violence, encore une fois, justement pas voulu romantiser ou idéaliser la démocratie, qui passe par je dirais pas d'ailleurs le monopole de la violence légitime. Tout de suite, on a l'impression que c'est qu'un monopole. C'est un monopole avec des règles, avec des usages et des contrôles. C'est un monopole contrôlé. Si c'est juste un monopole, on a l'impression que tout ce que fait l'État est légitime, alors qu'il peut y avoir des abus de sa légitimité. Et pour moi, la démocratie, c'est à la fois le pouvoir du peuple, mais son auto-limitation par des règles. Donc ça, c'est quand même très, très important. Alors juste, il y avait oui, voilà, entre il y les deux une questions question sur les revenants. Moi, je pense que c'est un peu pareil. Et je suis très sensible à la premier aspect de la question, parce que vous posez une question qui contredit la toute première question, en un sens, justement, sur est-ce qu'une commission sur les mesures de sûreté va être appelée à cette prévention sans fin que dénoncent en effet Antoine Garapon et Denis Salas depuis longtemps, avec l'idée qu'un jeune islamisé est une bombe à retardement et que d'une certaine manière, ce qu'on doit faire face à une bombe avec cette image de la bombe à retardement, qu'il faut donc, pour la neutraliser, surtout la mettre au frigidaire en permanence. Là, je pense que la seule réponse, ce sont des procédures qui définissent des degrés, qui définissent des seuils et qui sont entre tout ou rien. Parce que, ah oui, mais c'est comme ça. C'est vrai que si on dit par peur de tout, il faut tout interdire, je pense que non seulement on aura, enfin comme dit Churchill, non seulement vous n'aurez pas la sécurité, mais vous aurez perdu la justice du même coup. Et donc je pense que ce sont des procédures qui doivent être très définies et il n'y aura pas d'autres moyens. Donc je pense que cette idée du retour de certains individus qui seraient d'emblée des bombes à retardement coupables et qui font entrer dans une logique de prévention infinie, je pense que la bonne réponse, c'est une réflexion collective, comme ça a été dit, un débat, comme ça a été dit très fortement, je crois vraiment, un débat avec du pour et du contre, parce que vous aurez des extrêmes, mais vous aurez aussi, ne serait-ce qu'entre le centre-gauche et le centre-droit, pour dire au moins plusieurs sensibilités. Et voilà, il faut absolument, c'est très important. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez dit sur les passions profondes, sur les sujets, par exemple, vitaux, comme la sexualité ou la procréation. Et je pense qu'en effet, même si les débats sont un peu des fictions, malgré tout, c'est le seul moyen de contenir. Il n'y a pas d'autre. Et donc, d'une certaine façon, le débat, les procédures, des seuils, je ne dirais pas des compromis, mais des seuils critiques, c'est tout ce qu'on a. Denis Salas. Oui, je voulais juste répondre à titre complémentaire à la question de monsieur. Effectivement, il y a des... C'est la question, qu'est-ce qu'on en fait et quelles solutions démocratiques vous proposez. Il faut savoir que, moi, ce que je dirais en premier lieu, c'est que si nous les construisons globalement comme une population dangereuse, il y a un risque majeur. C'est-à-dire qu'effectivement, ils s'essentialisent comme dangereux. Et quoi qu'il arrive, ils puissent effectivement le devenir et continuer à persévérer dans cette voie. C'est une tentation qui n'est pas totalement à écarter. Ce que j'observe plutôt, moi, dans l'institution, c'est qu'il y a une volonté d'individualiser, de discriminer, d'introduire des mécanismes de sélection, d'identification, qui permettent effectivement de ne pas globaliser le danger,
comme étant incarné par cette population musulmane, radicalisée, etc. Parce que là, effectivement, le bloc peut se constituer et peut se durcir et peut effectivement, à la sortie, être la fameuse bombe à retardement que tout le monde redoute. Mais si nous la construisons nous-mêmes par notre propre représentation, il y a un risque majeur qu'effectivement, cette bombe explose. Donc, bon, ceci étant, bon, il y a ici des représentants de la pénitentiaire qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a quand même là des mécanismes démocratiques qui existent. Le deuxième point que tu évoques, c'est le cas de ce tueur de Strasbourg. Moi, effectivement, je regrette que nous n'ayons pas... alors, M. Molins a parlé ce matin de sa communication, mais il est indispensable que démocratiquement, on nous explique son parcours. On nous dise, voilà, ce type-là a été condamné, est sorti pour telle et telle raison, par rapport à telle loi, dans un cadre légal déterminé, précis, qu'on va vous détailler, vous, opinion publique, et que deuxièmement, ce type-là a été fiché S, mais qu'une fiche S n'est pas une garantie absolue de prédiction de la dangerosité, et qu'on explique tout ça à l'opinion publique, et qu'on puisse effectivement là avoir une scène d'explication, à défaut d'une scène de débat. Mais ça, nous n'avons pas eu. Nous la cherchons encore, et il me semble important qu'elle ait lieu. Juste... Encore. Bon, moi, je vois 2 doigts, on les prend vite fait. Et puis après, on s'arrête. Merci. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Et justement, ça a suscité pas mal de questions dans ma tête, en fait. Et en fait, moi, j'ai un regard complètement différent par rapport à ça. C'est que moi, les questions que je me pose, c'est que je me dis par rapport au système, si à un moment donné, en fait, ça part en fait depuis tout petit, en fait. Si à l'école, en fait, il a été marginalisé. Si après, au niveau de sa famille, il a été marginalisé. En fait, il y a plusieurs points où il a été marginalisé. Et donc, il y a de la frustration, il y a de la violence qui naît en lui. Qu'est-ce qui se passe après derrière? Il y a des personnes qui les récupèrent justement pour leur optique, en fait. Donc, au final, c'est à plusieurs strates au niveau de l'évolution de la personne, en fait, au niveau de la société. Donc, c'est à plusieurs niveaux que ça se situe. Donc là, maintenant, la question que je me pose, c'est comment on construit un individu pour qu'il ait sa conscience, en fait. C'est la question que je me pose. Et ça passe par être acteur. Acteur, ça passe par quoi? Par des choix. Donc comment on amène en fait à vraiment éduquer? Parce qu'actuellement, l'école, on dit ministère de l'éducation, mais c'est le ministère de l'instruction en fait. Éduquer, oui, à écouter, c'est très bien, c'est magnifique. Mais en fait, ça passe par le dialogue justement. Et la philosophie, ça passe par le dialogue. Donc le dialogue socratique, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Et donc, comment on élève en fait la conscience en fait des personnes, ben justement, c'est tout l'objet justement de l'éducation. Donc, c'est comment on fait une éducation qui amène ce dialogue-là à plusieurs niveaux de la société. Donc, pas seulement au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau des entreprises, au niveau à plusieurs strates de la société, quoi. Donc, comment on amène ça en fait pour Je vais répondre juste là-dessus, parce que ça rejoint un peu le thème de mon intervention. C'est-à-dire que la question, telle que j'essaie de la formuler, c'est qu'il y a une question qui tient au rapport entre l'acteur et la société, et que, bien sûr, il y a un aspect éducation, démystification, y compris à travers une démystification de la violence qui passe, y compris par des contenus d'explication, des contenus intellectuels. Mais il y a aussi une question posée à la société. Et quand on parle des institutions, quand on parle de la justice, on est complètement dans ce sujet. C'est-à-dire aussi défendre les institutions, c'est défendre une réalité sociale qui revendique sa propre existence suffisamment pour que des gens la prennent au sérieux et puissent s'y insérer. Donc le problème, il est à la fois celui de l'éducation et celui d'une société qui se pense comme une société dans laquelle on peut s'intégrer. Oui. Donc ces personnes-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces terroristes, ils sont tués. Vu qu'ils sont tués, il n'y a plus de boîte noire, donc il n'y a plus de mémoire. Donc il n'y a plus de mémoire, donc du coup, on ne sait pas comment... du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, en fait? Ils ne sont pas tous tués, heureusement. Oui, enfin, les djihadistes, dernièrement... Encore une question, et puis on arrêtera. Vous avez évoqué les contrôles d'identité. Alors moi, je voulais parler de la violence des contrôles aux faciès.
parce qu'elle est existante. Je cite l'exemple. J'étais un jour à la gare du Nord. J'étais avec 3 jeunes, on va dire, issus de l'immigration, moi aussi. Contrôle d'identité, on prend 4 personnes, c'est 3 jeunes et moi. Et moi, on me dit, dégagez, allez-vous-en. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai très bien compris que si j'insistais, c'est moi qui aurais tort. Et ça, j'imagine les jeunes qui sont sans arrêt, 10 fois par jour, 20 fois par jour, contrôlés juste parce que ça. Comment est-ce qu'on peut tolérer? Et même, quand j'en ai parlé après avec des policiers, ils me disent que c'est ce que l'on leur conseille de faire. C'est insupportable pour moi. Oui, c'est une vraie question. Je sais pas qui veut... Oui. Moi, je suis juste d'accord avec les 2 points. Et juste en un mot, sur l'éducation, il y a quand même quelque chose d'important qui a été dit. Moi, je suis convaincu que sans expliquer ni excuser, il n'y a pas de causalité directe. Hein. Et il peut y avoir des marginalisations scolaires, des violences familiales, une histoire psychique, etc. Il ne faut pas faire une causalité directe. Il y a toujours un ensemble de facteurs. Et de toute façon, l'acte, une fois commis, doit être jugé comme acte. Voilà, après... Bon. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça. Et ce que vous dites sur le fait d'être acteur de sa vie, c'est quelque chose vraiment qu'on retrouve. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais ça rejoint un peu la deuxième question aussi, c'est-à-dire ne pas être réduit à un faciès, disons. Je peux ajouter un mot justement sur l'éducation. Il me semble que la première fonction de l'éducation, c'est de permettre aux gens que l'on éduque de penser par eux-mêmes. Je crois que c'est vraiment... C'est ce que dit Hannah Arendt. Hein. Les seuls en Allemagne qui ont résisté au nazisme étaient ceux qui s'autorisaient à penser par eux-mêmes. Et moi, j'ai eu une étudiante allemande qui m'a dit que son grand-père lui avait dit « Je ne te raconterai pas ma guerre, je ne te dirai qu'une chose, pense par toi-même ». C'est quelque chose de très, très fondamental parce que vous ne pouvez éduquer quelqu'un à penser par lui-même que si vous-même vous pensez par vous-même. C'est contagieux. Il me semble qu'elle a un point. Bon, ben, on va faire la pause et on se retrouve dans un quart d'heure, 10 minutes. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes.